Voilà, bonjour Marianne. Bonjour, cher Pascal Hubert, ou maître Pascal Hubert, devrais-je dire. Bonjour Marianne. En tout cas, un tout grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui pour ce qui est un livre, L'égalité, un courage politique, un livre d'actualité et auquel évidemment j'ai songé particulièrement en repensant aux élections toutes récentes en France, le deuxième tour en particulier de dimanche passé, où il était évidemment question d'extrême, de laïcité, de voir un petit peu comment tout ça s'entremêle et comment quelque part, entre guillemets, se faire sa propre religion. D'où l'intérêt de parler avec toi de ce livre avec ce concept central sur lequel on reviendra plus tard si tu veux bien, qui est le concept déjà d'égalité. Mais avant ça, évidemment, quand je vois ce type d'ouvrage qui prend quand même un certain temps en termes de réflexion, en termes d'écriture, et les concepts sont nombreux, sont précis, sont également juridiques, et il y a une pensée, j'ai envie de dire, aussi philosophique qui traverse ton ouvrage. D'où ma question de départ, qui est de me dire d'où pars-tu, pourquoi ce livre, quelle a été ta motivation, ta réflexion, et aussi peut-être en tant que femme, qu'est-ce qui t'a porté en particulier? Merci beaucoup pour cette invitation. Euh, je suis ravie de pouvoir continuer les conversations que nous avons déjà commencées ensemble. Et j'ai écrit ce livre parce qu'en fait, plus de la moitié de l'humanité va voter en 2024. On se rend compte que, et l'exemple de la France est assez flagrant, il y a des discours populistes, il y a aussi l'extrême droite qui prend de l'ampleur et également des personnes qui soutiennent des organisations terroristes comme le Hamas, et c'est quand même très inquiétant. Il y a il y a une grande crainte par rapport à l'islamisme. L'OCAM a encore récemment rendu un rapport expliquant que la plus grande insécurité pour nos sociétés et pour la Belgique, c'est le risque de terrorisme islamiste. Donc, il y a un vrai problème. Comment réussir à vivre libre ensemble tout en respectant nos différences, mais sans céder aux exigences des extrémistes. Et donc, pour moi, le concept d'égalité répond à ces questions. Il répond à ce besoin de démocratie, de liberté et justement de pouvoir avoir un positionnement équilibré, sans parti pris et sans accommodement irraisonnable. On reviendra sur la question effectivement des accommodements, voir en quoi ils sont déraisonnables. Mais Marianne, c'est peut-être déjà quelque part ce que tu veux souligner en disant également que ton livre, parmi d'autres, a peut-être cette spécificité-là, qui est de traiter, je dirais, le bout de la question par cette question d'égalité précisément, parce qu'évidemment, il y a d'autres livres sur la laïcité, d'autres livres qui essaient de décortiquer justement toute la question de la liberté d'expression d'un côté, de la liberté religieuse de l'autre, et de savoir quelque part comment on essaye d'agencer tout ça pour faire en sorte précisément que le vivre ensemble, entre guillemets, soit une réalité, pas simplement un beau concept fut-il juridique. Mais oui, en fait, comme tu le dis, Pascal, nos libertés sont en jeu, mais en même temps, une liberté excessive peut conduire à l'anarchie ou à la dictature. Et concernant la liberté de culte, imaginons qu'on considérerait que c'est une liberté absolue, on se retrouverait alors en théocratie. Et donc, les différentes religions, ainsi que la non-religion, ne pourraient pas cohabiter ensemble. Et donc, ça pose un réel problème. On se rend compte que la seule liberté qui est totalement absolue, c'est la liberté de penser, la liberté de conscience. Comme elle n'est pas extériorisée, elle ne peut nuire à personne. Et donc, les grands philosophes aussi, et Voltaire le premier, s'est concentré justement sur la liberté d'expression. Il a combattu le blasphème, justement. Le blasphème, qu'est-ce que c'est? Ce sont
paroles sacrilèges contre des divinités ou des éléments considérés comme sacrés. Et donc, ça a été le grand combat de Voltaire, justement, c'est de nous expliquer qu'en fait, on a la possibilité de critiquer toutes les idées, y compris la religion. Et depuis 1994, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Otto Preminger, a toujours confirmé cette jurisprudence, à savoir que on a le droit absolu de contester et de critiquer toute religion, même de façon obscène. Tout à fait. C'est vrai que c'est important à rappeler. C'est ce que tu rappelles finalement dans l'introduction du livre pour un petit peu justement faire état de ce que le livre va quelque part révéler comme étant le noyau dur. Oui, Je voudrais- je vou- excuse-moi, en fait, la oui, liberté d'expression est aussi la plus importante des libertés parce qu'en fait, si on est bâillonné, on n'a plus le droit de réclamer aucune de nos libertés fondamentales. Donc, c'est vraiment la clé de voûte de notre système démocratique. Et les constitutionnalistes l'ont bien pensé puisque dans notre article 19 de notre constitution belge, la liberté d'opinion et la liberté de culte sont mis sur un pied d'égalité avec comme seule limite justement les délits commis lors de l'exercice de cette liberté. Donc évidemment, il n'est pas question d'appeler à la haine contre des tenants d'une religion. La liberté de culte est tout à fait établie en Belgique et c'est une bonne chose. La liberté d'opinion aussi. Donc on n'a pas le droit d'appeler à la haine contre qui que ce soit en fonction de ses opinions. c'est ça. C'est la liberté de critiquer les croyances, mais pas évidemment de s'en prendre aux personnes en tant que telles. Donc, je te propose de lire justement quelques mots, je le disais, de cette introduction qui est ce noyau dur finalement de la suite de ce livre. Depuis la nuit des temps, la liberté est chantée, mais aussi promise et déclamée par les politiques des États réputés démocratiques sur tous les tons. Sur les tons, comment accéder à cette liberté? Doit-elle bénéficier à tout le monde? La liberté peut-elle être absolue? La liberté doit-elle être limitée? Comment et selon quels critères? Qu'est-ce que la démocratie et l'état de droit et pourquoi ceux-ci sont-ils préférables? Et à quelles conditions peuvent-ils survivre en tant que tels? Toutes ces questions seront examinées dans ce livre, et pour chacune de ces questions, l'égalité est la clé de voûte qui sous-tend ces concepts indispensables au mieux vivre ensemble. Alors, je vais te laisser rebondir par rapport effectivement à cette introduction et par rapport aussi en lien directement avec ce titre qui, à mon sens, peut paraître de prime abord énigmatique, mais qui en fait dit beaucoup. Et je reviens à ce titre, justement, c'est l'égalité, virgule, un courage politique. Alors, l'égalité, c'est un concept clé, comme la liberté. On est en démocratie, on a des valeurs a priori d'émancipation, de droits humains, et pourtant, cette égalité de droits, elle n'est pas évidente, elle nécessite un courage politique. De quel courage parles-tu et pourquoi finalement parle-t-on de courage politique en démocratie où ça devrait être précisément évident, l'égalité comme clé de voûte? Ben, en fait, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1989 proclamait déjà cette égalité. Mais malheureusement, elle était réservée aux hommes riches, excluant les femmes et les pauvres et les esclaves. Donc, malheureusement, cette révolution, c'était un premier pas, mais elle était terriblement incomplète. Et c'est pour ça que je parle de la Déclaration universelle des droits de la femme d'Olympe de Gouges, qui elle, s'est battue aussi contre l'esclavage, contre le racisme vis-à-vis des personnes noires de peau. Et elle a justement établi une déclaration universelle réelle
des droits de la femme, mais en incluant toute l'humanité. C'était un long combat pour réussir à avoir une vraie égalité de droits. Ce n'est qu'à partir de 1946 où Eleanor Roosevelt va travailler sur une nouvelle déclaration des droits de l'homme euh, qui verra le jour en 1948, qu'on va pour la première fois réellement parler de droits humains universels qui incluent vraiment toute l'humanité. Elle va travailler avec des femmes venant de tous les continents pour faire cette proposition à l'ONU de déclaration universelle des droits des humains. Elle s'appelle des droits de l'homme, mais pour la première fois, elle va inclure tous les humains sans aucune discrimination, sans aucune restriction. Donc on se rend compte que c'est un concept qui nous paraît tout à fait normal, élémentaire dans nos démocraties, ces droits humains, mais en fait, ils n'ont vu le jour qu'en 1948 et ils n'ont vu le jour que d'un point de vue juridique et conceptuel, parce que pour l'application de ces droits humains dans la réalité de tous les jours, on se rend bien compte que ce n'est pas encore abouti. C'est un chantier immense pour que même nos pays développés et toute l'humanité puissent accéder aux mêmes droits. Et c'est assez intéressant justement de voir les travaux de l'ONU, les travaux de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui dans des recommandations tout à fait récentes signale encore les immenses discriminations qu'il y a dans nos sociétés et qui signale que même pour nos pays développés, une plus grande égalité en matière d'accès à l'emploi et d'accès aux études supérieures pour les femmes constitue un immense progrès sociétal à venir. Et Oui. c'est assez édifiant, mais c'est malgré tout notre réalité. En Belgique, nous avons la chance d'avoir l'Institut d'égalité des femmes et des hommes, mais chaque année, dans leur rapport, ils signalent les écarts salariaux qui existent entre les femmes et les hommes. Donc, malgré cette égalité juridique, il y a encore énormément de discrimination. Oui, c'est ça, bien sûr. Mais alors, c'est un peu ce que je disais, c'est qu'il y a effectivement ces textes, évidemment, juridiques qui sont là précisément pour promouvoir cette égalité. Et chaque fois qu'il y a quelque part des velléités de la part de la religion, ici en particulier la religion musulmane, il y a évidemment conflit avec d'autres valeurs qui est la liberté de conscience, qui est la liberté d'expression, la liberté de critiquer, de blasphémer, la critique aussi de poser des limites précisément en termes de voile, que ce soit au sein de l'administration, des entreprises, de l'établissement scolaire. Donc on voit qu'il y a un conflit précisément de valeurs. Et même si, en général, quand ces conflits sont portés devant les juridictions, que ce soit interne belge ou en France également, ou bien soit pas international devant la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, on voit effectivement que quelque part, juridiquement parlant en tout cas, on pourrait se dire on est quand même protégé, il y a moyen de trouver un équilibre pour que justement le vivre ensemble puisse être quelque part une valeur pas simplement théorique, mais pratico-pratique. Or, on voit bien dans les faits que même quand les textes sont clairs sur le plan du droit, quand la règle existe et qu'elle est validée par les juridictions internes et internationales, je le disais, sur, dans les faits, ça reste compliqué, ça reste sujet de tension, ça reste une impossibilité de dire, de nommer les choses, et il y a de fait un communautarisme, des pressions sociales, il y a ce qu'on appelle l'islam politique, tout ça existe, et visiblement pour certains,
j'ai envie de dire kidam, mais également politique, qui devraient être bien au fait, ça reste des choses difficiles à voir, ou en tout cas des choses difficiles à prendre en main. Et d'où peut-être ton titre, ce fameux courage politique. Qu'est-ce qui explique effectivement que dans les faits, il est si difficile d'arriver à cette égalité homme-femme? Absolument. Et en Belgique, on l'a vu aussi particulièrement concernant la question de l'abattage rituel. Mais au niveau de la jurisprudence, on se rend bien compte que le combat porte à 99% sur des questions de voile dans l'administration ou au niveau de l'emploi. Et donc, on nous a parlé aussi d'accommodement raisonnable et pour nous pousser à accepter un marqueur prosélyte de soumission et d'infériorisation des femmes qu'est le voile, et qui pour moi est contraire à notre égalité de droit qui est consacrée par notre article 10 de la Constitution belge. Et donc pour moi, ça me pose un véritable problème parce que je ressens ce que pouvait ressentir déjà Gisèle Halimi en 1989 lorsque s'est posé les premières questions du voile à l'école et où, malgré le fait qu'elle a risqué sa vie pour s'opposer à la torture de, de personnes musulmanes colonisées en France, elle n'a pas hésité à claquer la porte de SOS Racisme qui déjà promouvait le voile. Donc on se rend compte aussi que des institutions euh, qui semblaient défendre notre démocratie ne sont plus aussi claires au niveau de la protection de nos libertés. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que j'avais un besoin de me poser des questions sur jusqu'où peuvent aller nos libertés. Est-ce qu'une liberté peut être absolue? Qu'est-ce que c'est notre démocratie? Qu'est-ce que c'est les conditions pour vivre en démocratie? Et donc, vivre en démocratie, qu'est-ce que c'est aussi que notre état de droit? Et notre état de droit, c'est justement une protection démocratique, c'est-à-dire qu'on ne peut interdire quelque chose que sur base d'une norme juridique préalable. C'est une sécurité pour tous. Elle doit être égale pour tous et pour toutes. Et donc, c'est très important pour moi. Je voulais clarifier ces concepts qu'on utilise dans la vie de tous les jours sans savoir exactement ce que ça recouvre. Et donc, je me suis mouillée avec des recherches de manière à fournir des définitions qui sont claires et qui sont étayées par d'autres juristes d'ailleurs que moi. Mhm. Mais tu parles d'égalité, Marianne, effectivement, c'est un concept clé. Pour moi, c'est ça, en fait, la pierre d'angle de ton livre, pour justement faire le départ entre les vérités de la religion et la nécessité, justement, de respecter nos valeurs démocratiques en termes d'émancipation, en termes d'égalité, en termes du respect des droits humains. Parce que là, on voit qu'il y a facilement un conflit, les religions étant par nature prosélytes. Hein, bon, il y a eu évidemment le catholicisme à l'époque avec l'Inquisition et une évangélisation extrêmement forte où il fallait convertir, fût-ce très loin de nos terres, convertir les incultes d'autres sociétés, d'autres cultures aux valeurs dites évangéliques. On voit bien que de la même façon aujourd'hui, alors que le catholicisme quelque part est je dirais, il se tient entre guillemets à carreau, c'est-à-dire que maintenant il n'a plus évidemment le même pouvoir, la même présence dans la sphère publique en tout cas. On voit par contre que l'islam et que l'islam politique en particulier, lui par contre surgit et effectivement est source de pas mal de conflits parce qu'on se dit quelque part qu'il y a deux cultures, il y a une culture islamique que nous ne souhaitons pas et il y a notre propre culture de fait
qui a déjà traversé quelque part tous ces conflits religieux et qui en fait se retrouve confronté à la même, aux mêmes problématiques à travers maintenant l'islam. Donc je ne sais pas comment toi tu le vis, mais c'est vrai que moi je vis à Bruxelles depuis pas mal de temps et je prends le transport en commun et au fur et à mesure des années écoulées, je vois en fait de plus en plus même des jeunes filles qui se voilent et on voit vraiment quand on traverse Bruxelles en transport en commun et en métro en particulier, on voit vraiment que les stations dans lesquelles on s'arrête, on voit que les gens qui descendent et les gens qui montent visiblement sont de plus en plus couverts dans certaines stations. J'ai vécu aussi à Molenbeek-Saint-Jean et je sais qu'à Molenbeek-Saint-Jean, c'est pas non plus forcément une commune où les femmes, j'ai envie de dire, peuvent librement circuler en mini-jupe, voire aller boire un simple verre d'alcool dans un café à tout heure du jour et de la nuit. Donc on a quand même l'impression qu'il y a une communautarisation, qu'il y a une sorte d'islamisation de la société, une atmosphère euh, islamique. Je ne sais pas comment toi tu ressens les choses, comment toi tu les vois, et en particulier en tant que femme humaniste. Voilà, moi, je vis aussi dans un quartier à majorité musulmane. Et donc, il m'arrive d'entendre des hommes qui disent à d'autres femmes de rentrer chez elles pour aller se voiler si elles ne le sont pas. J'entends aussi les injures, pute parce que non voilée. Je trouve ça tout à fait inadmissible dans la capitale de l'Europe de vivre ce genre de régression et ce genre de violence et d'agression pour les femmes. Euh, à côté de ça, je ne veux pas non plus céder à la facilité qu'on pourrait avoir de se dire que l'extrême droite est la solution. Je ne le pense pas du tout. Je ne pense pas que le rejet de l'autre, le rejet de la diversité soit une solution. Et c'est pour ça que ce concept d'égalité, à partir du moment où nous avons tous les mêmes droits, où nous avons tous les mêmes libertés, également les mêmes devoirs, le même respect de cette égalité de chacun, des droits de chacun, je pense que c'est une solution pacifiste pour pouvoir vivre libre ensemble. Et c'est dans cet esprit fédérateur et pacifiste que j'ai écrit ce livre, parce que je pense que c'est important de n'exclure personne, mais en même temps, le droit des femmes à vivre libre et en même temps ne pas subir euh, l'agression aussi de voir d'autres femmes soumises. Parce que c'est une agression quand on est une femme de voir que d'autres femmes sont soumises. Ce n'est pas un plaisir. On ne peut pas être heureux de voir que d'autres n'ont pas les mêmes droits que soi. C'est quelque chose que c'est quelque chose que je ne conçois pas dans une démocratie. Et donc, je voudrais faire le parallèle entre ce qui s'est passé dans l'histoire. Je voudrais faire référence à la guerre de sécession, où des Noirs se sont enrôlés dans des armées esclavagistes, dans les armées sudistes. Et donc, est-ce que des démocrates vont nous dire, bah, vous voyez, des Noirs se sont enrôlés sans aucune pression, librement, dans les armées esclavagistes. Ils ont risqué leur vie pour défendre une idéologie esclavagiste. Et donc, vous, démocrates, qui êtes-vous pour prétendre que, puisque des personnes consentent librement à leur soumission, qui êtes-vous pour dire que c'est inacceptable? Et pourtant, aujourd'hui, qui oserait, en tant que démocrate, défendre l'esclavage? C'est absolument inimaginable. Et pourtant, aujourd'hui, on nous prétend que puisque des femmes militent pour le voile et consentent au voile, on devrait trouver ça formidable et libérateur. C'est la soupe qu'on essaie de nous vendre. Mais voilà, moi je n'arrive pas à y croire parce que je vis dans un quartier où je vois qu'il y a une pression communautariste pour soumettre les femmes. Et même si certaines le revendiquent comme un droit, moi je ne, je ne considère pas que la liberté de renoncer à sa liberté est équivalente à la liberté. Oui, oui, ben oui, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi, évidemment, mais c'est vrai qu'on
on entend parfois évidemment mon voile, mon choix, ou bien le voile, c'est mon chemin spirituel, comme si évidemment on ne pouvait pas interroger ce choix, ou comme si ce choix tombait du ciel pour le coup, alors que la liberté est quand même un concept clé, qui est un concept difficile aussi à entendre, parce que qu'est-ce qu'être libre, c'est-à-dire dégager justement de sa propre culture, le cas échéant de sa religion, de ses dogmes, de la pression sociale, du communautarisme, c'est pas évident, cette liberté, elle peut aussi être interrogée. Moi, je pense évidemment à l'oboïcie et le concept de servitude volontaire. On peut évidemment, et c'est le cas en théocratie, porter le voile parce qu'en fait, on y est obligé. Et donc, je dirais chapeau à ces jeunes filles qui ont le courage, au risque parfois d'en payer le prix au prix de leur vie, d'enlever ce voile et de défier le régime. Et par ailleurs, dans des régimes démocratiques, venir trouver cette liberté dans le port du voile et finalement ignorer ces femmes en Iran qui ont le courage justement de la véritable liberté. Il y a aussi quelque part des concepts quelque part qui sont galvaudés. Et donc ça veut aussi pour moi signifier le fait que, on appelle ça le djihad judiciaire, que certains en fait utilisent nos concepts de liberté, d'égalité, de discrimination pour tordre les concepts et leur faire dire finalement autre chose qu'ils ne veulent dire et pour finalement se soumettre à une doxa religieuse au nom même de nos principes de liberté et d'égalité, ce qui est un comble. Oui, on peut même interroger en fait euh, la réalité de cette doxa religieuse, parce que historiquement, on sait bien que le voile a 5000 ans d'histoire d'oppression patriarcale contre les femmes. Ce n'est pas l'islam qui a inventé le voile. Et lorsque des personnes nous disent, en fait, le voile, c'est mon choix de le porter. Mais on se rend bien compte que quand elles rentrent chez elles, elles ont l'autorisation de l'enlever seulement devant les hommes proches de leur famille. Et donc on se rend bien compte que c'est un concept purement patriarcal. Et l'université d'Al-Azhar a d'ailleurs dit que ce n'était pas une obligation en islam. Il y a de nombreuses musulmanes qui ne portent pas le voile. Ce n'est pas des 5 piliers de l'islam. Il y a une injonction de pudeur en islam qui touche de façon égale les deux sexes. Pourtant, il n'y a que les femmes qu'on embête dans leur tenue. Donc c'est bien, c'est un marqueur prosélyte de soumission et d'infériorisation des femmes. Donc, on peut être choqué en fait par le port du voile quand on sait ce qu'il a comme signification en termes de soumission de la femme, parce qu'effectivement, ça ne s'applique pas à l'homme. Quand on voit évidemment par les temps parfois torrides en Belgique, mais également en France, ces femmes qui sont habillées à tête aux pieds et complètement envolées avec un grand vêtement, et quand on voit à côté un homme, le mari, le compagnon, le frère, qui est évidemment tête dégarnie et qui est en short et en sandales, c'est vrai que quelque part on se dit que il y a quelque chose qui choque, quoi. Il y a quelque chose qui choque, et donc quelque part, au même titre que l'esclavage, que l'excision, ça participe finalement à la soumission et, à- et au patriarcat. La question peut-être, Marianne, que je voudrais te poser du coup, c'est parce qu'évidemment, j'entends très bien et je suis de ton avis, c'est pas pour autant évidemment qu'il faut être d'extrême droite, mais en même temps, est-ce que le problème en partie ne vient pas du fait que ce type de débat que l'on a est extrêmement tendu dans certains milieux, c'est pas forcément évident de le tenir, et du coup, malheureusement, seuls les extrêmes s'en emparent, alors que derrière, il y a un véritable problème que les partis dits en fait démocratiques n'osent pas, ne veulent pas pour des raisons diverses prendre en main et donc ne prennent pas le taureau par les cornes et donc laissent faire, d'où j'en reviens à ce fameux titre, l'égalité, un courage politique. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement un courage politique qui manque trop souvent pour de fait prendre à bras le corps ce problème de l'égalité qui est problématique à travers notamment la soumission de la femme dans le voile. Absolument, cher Pascal. Je pense que tu mets le doigt justement sur le véritable problème. Je pense que c'est inimaginable de ne pas se poser la question pourquoi aujourd'hui tant de personnes pensent trouver une solution dans l'extrême droite. Et donc ne pas se poser la question, c'est un déni de démocratie.
Et donc, voilà, moi je pense que euh, cette égalité et cette revendication à l'égalité, à savoir ni extrême droite, ni islamisme, ni populisme, demande un courage politique, puisque on se rend compte qu'il y a un débat qui est violent. Quand on pense aussi à ce qui s'est passé par rapport à l'Evras en Belgique, où certaines religions extrémistes se sont sentis offensés. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des écoles en feu. On a eu chez nous, en Belgique, des écoles qui brûlaient. Et c'est absolument incroyable, alors que nous vivons dans une démocratie, certes imparfaite, mais avoir recours à la violence, brûler des écoles pour s'opposer me paraît totalement incroyable. Mais on voit bien que le débat sombre dans la violence dès que certains extrémistes religieux se sentent attaqués. Et donc, c'est pour ça que ce courage politique est nécessaire. Et je pense qu'il est indispensable aussi parce que l'extrémisme ne peut pas être la solution pour que nous puissions vivre libres ensemble. Mhm. Mais du coup, en fait, tu fais penser à cette formule classique qui est dite souvent, et peut-être galvaudée, tu me diras ce que tu en penses, mais quand on parle de conflit de civilisation ou de grand remplacement, ce sont des concepts qui te parlent, ou bien tu te dis, ça c'est excessif, on peut régler entre guillemets les choses autrement, mais le cas échéant comment, du coup? En fait, historiquement, la théorie du grand remplacement était une théorie raciste et où on considérait la couleur de peau des personnes qui allaient remplacer des blancs. Euh, Aujourd'hui, le grand remplacement peut s'envisager au niveau de remplacement des idées démocratiques contre des idées religieuses extrémistes et ou des idées d'extrême droite. Donc, pour moi, c'est ni l'une ni l'autre. Par contre, on se rend bien compte que euh, même au niveau géopolitique, on se rend bien compte au niveau des guerres qui ont lieu aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des blocs des États démocrates contre les autres. On se rend Oui. compte que l'Ukraine, qui a des velléités de se rapprocher de l'Europe, elle se trouve attaquée par la Russie. On Mhm. se rend compte aussi que l'extrême droite et la Russie ont des connexions étroites, puisque Marine Le Pen a reçu de l'argent de Poutine. Donc, on se rend bien compte que nos démocraties sont en danger également par des dictatures. C'est ça. Et les dictatures ou les extrêmes ou l'islamisme Absolument. servent aussi souvent de la femme comme étant justement le pilier de la société et qui est de nature à porter certaines valeurs, soit d'émancipation, soit le cas échéant, malheureusement de soumission. Et dans la quatrième couverture, tu reprends ce propos que j'aime beaucoup, qui est cette fois du musulman Bachakan. Si vous souhaitez connaître le degré de civilisation d'une culture, portez attention à la manière dont elle traite les femmes. C'est vrai, c'est un curseur très intéressant, entre guillemets. En fait, c'est énorme et c'est le cas en fait pour toutes les inégalités. Plus un pays est inégalitaire, plus le sort des gens est globalement désastreux. Et Oui. l'émancipation des femmes est justement un curseur. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, les travaux de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, l'ont démontré par leurs études internationales. Mhm. Et tu as développé alors dans le livre, c'est, je crois, pratiquement le mot de la fin, donc on va quand même parler de ce mot de la fin, qui est ce concept d'égalitariat. Oui, en fait, je me suis rendu compte aussi que certains féminismes étaient complètement dévoyés
et il ne servait absolument plus la cause des femmes. En même temps, je me rends compte aussi que c'est grâce aux hommes si les femmes ont obtenu le droit de vote. Et donc, pour moi, il ne s'agit pas de mener une guerre des sexes. Pour moi, il s'agit d'emmener tous les Mm. démocrates vers plus d'égalité pour tous, de combattre les discriminations dans leur ensemble, parce que pour moi, il s'agit vraiment de construire un progrès pour l'humanité. C'est ça. Et alors, ce que je trouve intéressant aussi dans ton livre, outre ce que tu as pu écrire évidemment, et tu fais aussi appel à pas mal de concepts et aussi à pas mal de, de personnes en fait intéressantes qui ont défini aussi ces concepts, notamment Henri Pénard-Ruiz, hein, qui dit la laïcité n'est pas un particularisme accidentel de l'histoire de France, c'est pas une sorte d'épiphénomène comme ça, une erreur de l'histoire, elle constitue une conquête à préserver, à promouvoir de portée universelle. Ça, c'est aussi un concept clé. C'est pas de se dire la laïcité, elle est un problème, elle en veut aux religions, elle combat les religions. La laïcité, c'est un concept clé justement parce que c'est peut-être le seul concept qui permet, avec des opinions religieuses ou des convictions autres politiques aussi, il n'y a pas que le religieux, il y a notamment le politique, mais toute cette diversité de croyances, de convictions, elles ne peuvent quelque part aboutir à un vivre ensemble correct, si je puis dire, que si de fait la laïcité et les préserve et en même temps met ses garde-fous nécessaires. Bah, absolument. Et c'est là que l'égalité entre en jeu, puisque dans nos démocraties et en Belgique, la laïcité ne repose pas sur une loi. Par contre, l'égalité de droit, oui. Et comment imaginer autrement que par la laïcité pouvoir traiter différents croyants et non croyants sur un pied d'égalité. Il n'y a que la laïcité qui peut justement permettre cette parfaite égalité. Et donc, c'est un peu notre édit de Nantes actuel pour éviter des guerres de religion et pour vivre pacifiquement ensemble avec nos croyances différentes. C'est ça. Mais alors, du coup, la laïcité étant tellement importante, du coup, quand j'ai vu ce schéma que tu avais mis dans ton livre, a priori, je me suis dit, mais c'est contre-intuitif. Et donc, tu vas nous expliquer ce schéma, si tu veux bien, celui-ci, Ah oui, absolument. Donc en euh, fait, dont il est question de laïcité dans un petit cercle, puis un plus grand cercle, égalité, et puis enfin, le plus grand des trois, intitulé démocratie. voilà, donc on a vraiment envie de vivre dans une démocratie, mais on parle très très souvent de ce concept sans savoir à partir de quelles conditions on peut être réellement en démocratie. Ce sont des recherches historiques que j'ai entrepris pour mon livre parce qu'en fait, j'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé de livre qui parlait de toutes les conditions requises pour vivre en démocratie. Et donc, je suis partie des grands juristes et philosophes de la démocratie. Je suis partie de Montesquieu, je suis partie d'Alexis de Tocqueville, qui lui est un juriste philosophe du 19e siècle. Et donc, Montesquieu, comme Tocqueville, dès le départ, en analysant les prémices de la démocratie, ils se sont rendus compte qu'une condition essentielle de celle-ci, c'est l'égalité de droit, c'est l'égalité entre tous. Et Tocqueville a rajouté même une autre chose, il a parlé d'égalité des chances. L'égalité des chances, justement, peut la rapprocher d'une équité qui pourrait contrebalancer des inégalités de départ. Et donc, de manière à pouvoir rapprocher l'égalité de droit d'une égalité de fait. Et donc, c'est très important cette égalité parce qu'en fait, c'est
c'est grâce à ça qu'on on a la possibilité donc de vivre en paix. Donc, j'ai énuméré 8 conditions. Vous pourrez le voir dans mon livre. Je ne vais pas énumérer toutes les conditions ici de la démocratie, mais l'égalité est vraiment le fondement des démocraties. Et, et en même temps, donc, cette égalité qui est au cœur de la démocratie, elle recèle aussi en son sein la laïcité. Parce que, en fait, qu'est-ce que la laïcité? C'est justement cette égalité devant la loi des différents croyants et non-croyants. Donc, en fait, ça veut dire que les fonctionnaires n'ont pas le droit de privilégier ou de discriminer les tenants de telle ou telle religion. C'est ce qu'on appelle aussi la neutralité. La laïcité, c'est le droit d'avoir une religion, d'en changer, de ne pas en avoir. Et c'est aussi cette séparation entre l'État et les différentes croyances. Et donc, c'est aussi le fait de ne pas financer les cultes. C'est le cas en France. Évidemment, ce n'est pas le cas en Belgique. Mais si on voulait réellement réaliser l'égalité entre toutes les croyances, voilà, je ne vois pas comment on pourrait financer ou non tel ou tel culte, comme c'est le cas en Belgique aujourd'hui. Mhm. Et donc, c'est la grande question que devra trancher la prochaine coalition gouvernementale, puisque la Cour européenne de Strasbourg a considéré que notre loi de financement de culte en Belgique n'était pas conforme à l'état de droit belge. En effet. Et dans les questions que je pose également, il y a ce fameux paradoxe de la tolérance dont parle Karl Popper, avec la question peut-être de la limite de la démocratie, à savoir finalement, à force d'être tolérant, est-ce que on ne risque pas de tolérer l'intolérable et de laisser précisément ces vérités religieuses, notamment dont on parlait tout à l'heure, prendre de plus en plus d'ampleur, et sous prétexte que c'est une minorité, sous prétexte qu'elle doit être protégée, sous prétexte que, étant victime de discrimination, il faudrait des aménagements dits raisonnables pour cette catégorie de personnes, pour leur permettre de vivre leurs convictions religieuses sans être quelque part mêlés au reste de la population qui a d'autres convictions. Est-ce qu'en d'autres termes, effectivement, cette tolérance poussée jusqu'au bout ne rend pas le vivre ensemble finalement impossible? Ben, en fait, oui, moi je ne l'aborde pas sous la forme de la tolérance, mais je l'aborde sous forme d'une liberté excessive qui, euh, qui nuit à autrui. Et donc, à partir du moment où on va restreindre les droits d'autrui pour privilégier d'autres catégories de personnes, on se rend bien compte que l'égalité n'est pas respectée. Or, l'égalité, c'est un concept et c'est une valeur absolue. Si on permet, ne fût-ce qu'une exception, cette égalité, elle disparaît. Ce qui n'est pas le cas de la liberté de culte, parce que la liberté de culte, si elle est absolue, on se retrouve en théocratie et les autres religions ne peuvent pas cohabiter, ainsi que la non-religion. Donc on se rend bien compte qu'il y a une différence de niveau entre l'égalité de droit qui est absolue, tandis que les libertés extériorisées ne peuvent jamais être absolues, sinon c'est la dictature ou l'anarchie. Mhm. Et donc, je vais revenir à ce concept d'égalité des chances qu'on peut rapprocher de l'équité, de manière à corriger une discrimination ou une inégalité. Et donc, les militants islamistes du voile prétendent qu'on devrait avoir des accommodements soi-disant raisonnables pour
tolérer que des femmes puissent accéder à des emplois. Et donc, en fait, je voudrais parler justement de ces accommodements raisonnables. Les accommodements raisonnables, au départ, ont été créés dans notre droit pour réparer la justice de personnes vivant à handicap physiologique. Et donc, ces accommodements raisonnables existent dans notre droit pour que des employeurs puissent aménager des postes de travail de manière à offrir un emploi à des personnes handicapées. Mais comment peut-on mettre sur le même pied des personnes euh, qui décident elles-mêmes, puisqu'on ne peut pas vérifier à 100% leur volonté de mettre un voile, comment est-ce qu'on peut mettre sur le même pied des personnes qui, de leur propre volonté, s'autodiscriminent avec des personnes handicapées? Pour moi, c'est un comparatif qui est profondément choquant parce que les personnes qui se voilent, ce ne sont pas des personnes handicapées. Elles peuvent enlever ce voile pour travailler. Et donc, c'est une autodiscrimination. Et donc, pour moi, l'équité ou l'égalité des chances ne peut pas servir à corriger des discriminations qu'on s'auto-inflige et donc qui sont de notre propre volonté. Pour moi, c'est vraiment là trafiquer la balance de l'égalité, trafiquer la balance de la justice. Et c'est profondément injuste. Mhm. J'aime beaucoup aussi, en parlant de liberté, je fais souvent la réflexion de me dire, mais peut-être que la véritable liberté, elle se mesure au fait que si vous êtes véritablement libre, vous pouvez donc ôter ce voile aussi, quitte à le remettre après, mais donc ça implique aussi la possibilité, en toute liberté, de l'enlever. Et c'est peut-être là que l'on voit si de fait il y a une résistance ou pas, s'il y a une pression ou pas, s'il y a quelque part une contrainte extérieure plus ou moins forte qui fait que finalement, c'est en sens unique, c'est-à-dire qu'on le porte et on ne l'enlève jamais. Mais justement, et là-dessus, on se rend compte avec des personnalités publiques, notamment comme la chanteuse Ménel, lorsque elle était voilée, elle était l'égérie des islamistes, et à partir du moment où elle a quitté son mari islamiste, elle a quitté le voile islamiste, et elle s'est fait menacer de mort parce que elle ne voulait plus porter le voile. On se rend bien compte que euh, il n'y a pas une véritable liberté à pouvoir quitter euh, ce marqueur de soumission et d'infériorisation des femmes. Oui, c'est ça. La femme est quand même vue comme un étendard et donc elle est de nature à influencer et être le garant de l'orthodoxie islamiste. Oui, J'ai- et c'est un étendard, on le voit bien, c'est un étendard politique. Et la limite, justement, aux religions, c'est justement la limite à ne pas franchir le pas de s'occuper de ce qui est politique. Et donc, ce qui est politique, c'est-à-dire aussi ce qui régit l'espace public. Mhm. D'où l'importance, on le disait, de pouvoir librement critiquer les religions et de remettre les termes qui sont des termes importants tels que l'égalité et la liberté à l'endroit, c'est-à-dire pour ce qu'ils veulent véritablement signifier. Et je pense notamment ici à René Pommier que tu cites dans ton livre parmi tellement d'autres auteurs qui sont des gens que je connaissais ou que je ne connais pas. René Pommier, pour le coup, je le connais parce que j'ai eu l'occasion de l'interviewer sur ma chaîne et du coup, je vais reprendre son propos parce que je trouve il est extrêmement juste. Il a une liberté de parole, de ton et aussi une capacité de décortiquer justement ce qui est confus pour le rendre clair. Critiquer et combattre les religions est et restera toujours pour les incrédules non seulement un droit inaliénable, mais un devoir impérieux,
tant que ces religions resteront oppressives. Et elles ne peuvent mieux les inciter à le faire qu'en osant invoquer les droits de l'homme au secours de Dieu, qu'en osant se réclamer des lumières pour défendre l'obscurantisme, qu'en osant brandir l'étendard de la tolérance contre le libre examen, et qu'en osant prétendre lutter contre le racisme quand elles cherchent à perpétuer l'asservissement. Je pense vraiment que tout est dit là, mais encore faut-il effectivement décortiquer ce qu'est la religion et qu'est-ce que c'est que finalement adhérer à une religion avec tous les concepts et j'ai envie de dire, tout le monde mental et tout l'habillement, tout le vestimentaire, toute la nourriture aussi, et toute la doxa en fait, toute la dogmatique qui va avec. Oui, je pense aussi que la religion reste une liberté et c'est la phrase d'Aristide Briand aussi que j'aime beaucoup et qui nous dit que tant que la foi ne s'occupe pas de la loi protège la foi. Et Oui, donc, c'est quelque chose de fondamental. La liberté religieuse, elle est là à partir du moment où elle ne s'insinue pas dans une obligation qui restreindrait notre égalité de droit, qui est justement le fondement de nos démocraties. Et donc, c'est pour ça que j'ai construit ce concept d'égalitariat, ni matriarcat, ni patriarcat. c'est ça. Avec du coup la liberté de croire, mais aussi la liberté de ne pas croire, la liberté de changer de religion, la liberté de ne plus croire. Donc tout ça évidemment va de pair. Et donc je voudrais aussi qu'on se donne un petit peu une idée de la manière dont dont les choses sont écrites. Et par rapport à ce qu'on vient de dire, je pense que c'est aussi quelque chose d'extrêmement central dans le livre que tu as intitulé Laïcité et liberté d'expression en danger par des insultes de racisme, d'islamophobie et des menaces de mort. C'est vrai que c'est une réalité malheureusement dramatique et en France évidemment, plus qu'ailleurs peut-être, on y est confronté. Et donc cette définition du coup centrale, le racisme, qu'est-ce que c'est? Mise au point. Deux points, c'est la mise en question des personnes pour ce qu'elles sont, mais ce n'est pas la mise en question de la religion. On a le droit, disait le regretté Charb, mon ami Stéphane Charbonnier, assassiné par les frères Kouachi en janvier 2015, on a le droit d'être athéophobe, comme on a le droit d'être islamophobe. En revanche, on n'a pas le droit de rejeter des hommes ou des femmes parce qu'ils sont musulmans. Le racisme, et ne dévions jamais de cette définition, sinon nous affaiblissons la lutte antiraciste. Le racisme, c'est la mise en cause d'un peuple ou d'un homme ou d'une femme comme tel. Le racisme anti-musulman est un délit. La critique de l'islam, la critique du catholicisme, la critique de l'humanisme athée n'en est pas un. On a le droit d'être athéophobe, comme on a le droit d'être islamophobe, quand on a le droit d'être cathophobe. En revanche, on n'a pas le droit d'être homophobe. Pourquoi? Parce que le rejet des homosexuels vise les personnes. On rejette des gens pour ce qu'ils sont, et là, on n'a pas le droit de le faire. Le rejet ne peut porter que sur ce qu'on fait et non pas sur ce qu'on est. Absolument, absolument. Et je trouve ça particulièrement dramatique et ça m'émeut particulièrement de penser que quelqu'un qui a défendu à ce point nos libertés ait pu être aussi lâchement assassiné. Oui, ben oui, bien sûr, bien sûr. C'est là le problème, Marianne, quand on fait de ses convictions son identité profonde, sa colonne vertébrale, alors il n'y a plus aucune dissociation possible, il n'y a plus aucun recul possible. Ma religion, mon Dieu, c'est mon existence, c'est mon identité. Tu touches à mon Dieu, tu touches à ma religion, tu touches à Allah, ou on le nomme comme on veut, tu touches à ma propre personne. Et donc, quelque part, c'est à ce moment-là, évidemment, que l'on devient violent. À défaut d'avoir conservé un esprit critique et le recul nécessaire à ça. Rien à ajouter. Mais du coup, tu dis rien à ajouter, mais c'est vrai que c'est un lieu extrêmement dense, hein, donc c'est impossible évidemment d'en reprendre le fil même de manière partielle ou partielle, parce qu'il fait près de 300 pages ton livre et il est extrêmement touffu, il est extrêmement aussi euh,
je dirais, charpenter en termes de référence, parce que c'est vrai que quelque part, l'idée, c'est d'éviter la critique facile qui serait de dire, ben, tu affirmes les choses sans les argumenter, sans les référencer. Ce n'est pas le cas ici. Donc évidemment, j'invite ceux qui nous écouteront à acheter ton livre pour se faire une idée concrète, précise et détaillée sur ce qu'est justement l'égalité avec ce courage politique qui va avec, on l'a dit. Et je te laisse évidemment le mot de la fin, Marianne, à savoir, est-ce que par rapport à ce qu'on a dit, tu penses éventuellement qu'il serait utile d'évoquer encore un aspect important de ton livre qu'on n'a pas évoqué jusque maintenant? Mm. Je pense que je pense que ce qui est très très important, c'est de se rappeler qu'en fait, toutes nos libertés, elles ont été incarnées par des personnes qui se sont battues qui ont risqué leur vie pour que nous puissions les avoir. Et je leur rends hommage dans mon livre. Mon livre n'est pas qu'un recueil de concepts, même si je prends la peine de donner des définitions claires et précises de ce que c'est que nos libertés, cette égalité. Je parle aussi des personnes qui ont incarné justement ces combats. Donc c'est quelque chose de... J'ai voulu mon livre très vivant et en même temps avec les grands discours qui ont changé l'humanité que nous avons la chance de vivre dans nos démocraties européennes, occidentales, si décriées aujourd'hui d'une façon générale dans notre monde. Et pourtant, ce sont les seuls qui se remettent autant en question. Hmm. Comme tu dis, Marianne, c'est vrai que les droits acquis aujourd'hui sont les droits acquis grâce à une lente évolution de combats de personnes, entre autres de femmes, qui ont lutté pour avoir ces droits et cette égalité, cette émancipation, cette démocratie, ces droits non pas de l'homme, mais ces droits humains. Donc c'est un ensemble de valeurs, évidemment, qui peuvent toujours être remises quelque part en question. Donc c'est vrai qu'il n'y a jamais aucune garantie que ces droits sont garanties, même dans les textes et surtout, au-delà des textes, évidemment, dans notre quotidien le plus banal. C'est aussi cette approche-là, je pense, que tu montres, et j'en terminerai par là, si tu veux bien, par cette quatrième de couverture. Tu rassembles ce qui est épars, c'est un ouvrage qui est sociétal, politique, juridique et surtout, il constitue un outil précieux de réflexion à la portée de tous pour vivre libre ensemble, grâce à l'égalité de droits effectifs dans un respect mutuel en évitant l'écueil de l'extrémisme et le rejet de l'autre. Nos sociétés peuvent surmonter les défis de cohabitation cultuelle qui se posent, notamment au sujet des signes religieux prosélytes comme le voile islamiste. C'est, je pense, qu'on a tenté de faire dans notre échange. Et donc, je te remercie pour cet échange en liberté, Marianne. Merci. Je voudrais dire peut-être une dernière chose. Je pense que le rire, c'est important. Oui. Et je me suis demandé aussi pourquoi euh, les caricatures étaient si dérangeantes pour toutes les religions. Mais peut-être est-ce parce que le rire, en rapprochant les hommes, les détourne de la crainte de Dieu. Peut-être, peut-être. À réfléchir, à méditer. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir.